Je voudrais que nous parlions, puisque nous avons parlé de Poutine, on va glisser tout doucement vers l'Ukraine, de ce qui s'est passé, ce coup de tonnerre à Bratislava, capitale de la Slovaquie. Que s'est-il passé, mon cher Renaud Pila, vous qui suivez ça avec angoisse et anxiété? Est-ce que c'est le grand débat qu'on aura? C'est est-ce que c'est le début de la fin du soutien occidental à l'Ukraine? En fait, tout le monde se pose la question. Personne n'ose le dire, mais tout le monde se pose la question. Est-ce qu'on est en train d'abandonner l'Ukraine? Parce qu'il y a la guerre dont on vient de parler en Israël, à Gaza. Israël va avoir besoin d'armes. Israël va avoir besoin d'armes. Il faut dire les choses. La guerre va durer des mois. Les États-Unis fournissent Israël. Les États-Unis ne vont pas pouvoir, même s'ils le disent, fournir autant l'Ukraine et Israël pendant des mois. En tout cas, notamment sur les obus, les fameux obus de 155, ils peuvent manquer. C'est pas le cas maintenant, mais quand on regarde ce que disent les experts, ils peuvent manquer. Il faut que tous les pays continuent à soutenir. Or, Slovaquie, élection il y a quelques jours, victoire d'un populiste nationaliste très à droite. Qu'est-ce qu'il dit, lui, dans son programme? L'aide militaire en Ukraine, on arrête. On arrête. Ça poursuit la guerre. On continue uniquement avec de l'humanitaire. La Slovaquie, c'était pas 15 millions d'euros, 30 millions d'euros, c'était jusqu'à maintenant 700 millions d'euros. Excusez-moi du peu, 700 millions d'euros. On arrête. C'est dans son programme. Et ça, est-ce qu'il y a un effet domino possible? On le verra, mais comme on a des élections quasiment dans toute l'Europe dans l'année à venir, et on a les élections européennes par le mois de mars, qui peuvent être un tremblement de terre, eh bien, les Ukrainiens, c'est pour ça, doivent serrer les boulons sur l'aide militaire, parce que les opinions sont en train de se travailler et le temps passe. Est-ce qu'il peut y avoir un effet domino? Ce Premier ministre slovaque, il a pris ses fonctions hier, et il a annoncé la fin de l'aide militaire aujourd'hui. Écoutez-le. Sur le sujet de l'Ukraine, encore une fois, il y a des choses que nous sommes prêts à faire. S'ils ont besoin d'une assistance médicale ou humanitaire, nous sommes prêts à tout faire, mais nous n'enverrons pas d'aide militaire. Ce ne sera plus qu'humanitaire et civil. Est-ce que ça peut être inquiétant? Est-ce que Kiev s'inquiète? Bien sûr, Kiev s'inquiète parce que chaque diminution d'aide, déjà qui n'est pas assez importante, ça compte énormément. J'ai lu une étude d'une cellule d'information de l'Union européenne au mois de mai de cette année, qui prévoyait déjà la victoire de parti qui vient de gagner ses élections en Slovaquie. Donc, quelque part, c'est pas une sorte de tonnerre dans la journée calme et tranquille. Il l'avait dit, mais il le fait. On était préparés. Oui. Il a bien tenu sa parole. Mais surtout, il faut savoir que c'est quelque chose... la Slovaquie, il n'y a pas d'autres pays aujourd'hui dans l'Union européenne qui sont aussi pro-russes que Slovaquie et Hongrie. Parce que c'est pas la première fois. Malheureusement, il y a déjà Hongrie. Et il y a une sorte d'entente, comme on dit, entre la Hongrie et la Slovaquie, entre Viktor Orban et aussi le nouveau Premier ministre slovaque. Mais bien sûr, pour les Ukrainiens, la période est dure, mais on ne perd pas l'espoir parce qu'il nous manque les armes qui n'ont pas été livrées, qui ont été promis. L'Europe nous a promis, n'oublions pas, 1 million d'obus. Il y avait à peu près 300 000 qui ont été livrés. On espère d'ici encore la fin d'année, encore 300 000. Vous voyez, si seulement ce qui a été promis était livré au bon moment, on n'aurait pas été aussi inquiet parce que les avancements auraient été beaucoup plus intéressants, beaucoup plus visibles. Mais bien sûr, Mais on sent quand même, on sent une ambiance. C'est le grand mot à la mode là maintenant, hein, l'ambiance. On sent une ambiance en Europe, à tel point que le patron de la diplomatie européenne, Josep Borrell, en répondant à une interview, un peu durci de ton, quoi. On sent que maintenant, il faut presque faire la démonstration que cette aide à l'Ukraine est une nécessité. Certains Européens estiment qu'il est temps de pousser l'Ukraine à négocier et à rechercher la paix avec la Russie avant qu'elle ne récupère tous ses territoires. Cela se produira-t-il un jour ou l'autre? Cela dépend des Ukrainiens et de nous aussi. Il est un peu hypocrite de dire que cela dépend des Ukrainiens, car ils ne peuvent pas se défendre sans notre soutien. Je connais un moyen de mettre rapidement fin à la guerre. Cessez de soutenir l'Ukraine et la guerre se terminera par la reddition des Ukrainiens. Est-ce ainsi que nous voulons que la guerre se termine? Je pense que non.
Nous ne pouvons pas permettre à Poutine d'installer un gouvernement fantoche à Kiev et d'avoir une armée russe à la frontière polonaise. Bon, et on sent qu'il y a un besoin de resserrer les boulons, de sortir les arguments. Et de toute façon, Alexandre Melnik, vous le sentez bien, il y a une petite usure des opinions publiques. Je ne dis pas que les Européens en ont marre d'aider l'Ukraine. On n'en est pas là. Non. Mais vous voyez bien qu'un peu partout, il y a les opinions publiques qui disent... Mais ce n'est pas la première fois que cette scission ou fracture existe. Alors, elle existait déjà. Mais ce qu'il faut toujours garder à l'esprit, non, c'est pas du tout le début de la fin que vous avez dit. C'est plutôt un nouvel épisode dans cette chronique de guerre à multiples rebondissements. Parce qu'il faut toujours garder à l'esprit que la défaite de l'Ukraine, c'est la défaite de l'Occident. Donc, c'est-à-dire, c'est pas une question de munitions, c'est pas une question des obus qui peuvent être fournis ou pas. C'est une question civilisationnelle. Parce que l'Ukraine, aujourd'hui, se bat pour les valeurs européennes. C'est-à-dire, l'Ukraine ne peut ni ne doit perdre cette guerre. Et donc, c'est ça, à mon avis, le fil conducteur qui doit être toujours présent dans nos esprits. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas céder. L'Occident est engagé tellement loin sur le chemin du soutien de l'Ukraine que la reculade n'est plus possible. Après, plus précisément concernant la Slovaquie. Évidemment, c'est un pays de l'Union européenne, c'est un pays qui fait partie aussi de l'OTAN, donc c'est un pays occidental, mais relativisons les choses. La Slovaquie, c'est 2 fois la Lorraine. Un petit clin d'œil à la région où j'enseigne. Donc c'est un pays de 5 millions d'habitants. Donc c'est un pays qui avait toujours une espèce de tropisme russe. Souvenez-vous du 19e siècle, lorsque ce pays faisait partie de l'Empire austro-hongrois. Et donc le facteur germanique était extrêmement important, alors que la Russie était traditionnellement considérée en Slovaquie comme un pays presque frère, qui pouvait sauver une sorte de panslovisme, c'est-à-dire la slavité, le slavisme. Donc cette République slovaque, d'ailleurs qui est très très récente, parce qu'il faut rappeler que elle est apparue sur la scission pacifique de la Tchécoslovaquie seulement en 1993. Donc c'est pour ça que le rôle de la Slovaquie, à mon avis, somme toute, est assez relativement limité, et je termine là-dessus, dont il faut peut-être se réjouir une fois de plus, c'est le succès des élections en Pologne, qui votait justement pour la cause européenne et qui a montré que la cause européenne n'est pas totalement perdue, et de toute façon, il faut se battre jusqu'au bout, rester ferme sur nos principes. Alors, ce soir-là, alors que vous parliez, on vient de me dire dans l'oreillette, il faut bien que ça serve, une oreillette, mesdames, messieurs, que le président lituanien, comment s'appelle-t-il, Lotena, non Lotena, je crois. Le président lituanien a réagi justement face à cette défection slovaque et semble vouloir expliquer qu'il y a des pays qui sont extrêmement soucieux en Europe d'aider encore davantage les Ukrainiens face aux Russes. Mon message aujourd'hui est de continuer à soutenir l'Ukraine, même si nous avons un autre point chaud dans d'autres régions géopolitiques. Nous devons rester cohérents et non, nous n'avons pas le droit à la fatigue de guerre. C'est très important à l'heure actuelle, car je constate que certains pays commencent à établir une sorte de diplomatie particulière avec le régime, dont l'armée commet des atrocités en tuant des personnes sur le territoire ukrainien. Il est très important, surtout maintenant, dans cette étape critique de la guerre, de rester unis et de ne pas diviser notre politique étrangère. Car sinon, ce sera la politique des 27 États membres. Nous n'avons pas le droit de faire ça. Alors ça, c'était pour le petit coup de mou européen, plutôt slovaque et hongrois. Petit coup de mou dans le soutien à l'Ukraine. Mais le petit coup de mou, il n'est pas qu'en Europe. Mais non, parce qu'on a quand même la sensation, on entend votre discours rassurant, mais on a quand même la sensation que les difficultés en ce moment s'accumulent pour l'Ukraine. Il y a plein de signes qui arrivent en même temps. Donc on parlait de la Slovaquie. Et de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui se passe aux États-Unis, est-ce que ce n'est pas aussi inquiétant pour Kiev, dans la mesure où la Chambre des représentants a enfin un speaker? Vous savez que ça faisait 3 semaines qu'ils essayaient d'élire un nouveau chef de la Chambre basse aux États-Unis. Et voilà celui qui a été choisi, c'est Mike Johnson, qui est un fidèle de Donald Trump, autrement dit, opposé
à la poursuite de l'aide militaire à l'Ukraine. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur l'aide américaine future? Pas l'arrivée de ce monsieur, qui est un inconnu total. Inconnu total, mais qui est là parce qu'ils ont eu du mal à Donald Trump. trouver un remplaçant au prédécesseur qui a été obligé de démissionner. Non, ce qui est inquiétant, si vous voulez, moi je ne crois absolument pas au fait que les États-Unis se retirent du conflit ukrainien. Ils ne peuvent pas se le permettre, mais il y a deux tempéraments. Non, mais ils votent les budgets alloués à l'Ukraine. J'entends bien, mais pour le moment, c'est encore possible. Mais il y a deux tempéraments. C'est pas rien que ce soit un Trumpiste anti-aide à l'Ukraine qui soit patron de cette Chambre. Je finis. La première des choses, c'est que je pense que s'il y a un jour une comparaison à faire aux États-Unis entre Israël et l'Ukraine, Israël sera toujours vainqueur. Ça sera toujours prioritaire, par rapport à l'Ukraine. Vous allez me remonter le moral de Allah. Je vous remercie. Voilà. Moi, je suis pas pour... Ça va se mettre sous Xanax ou je le déplore. Sous Lexomil. Je le déplore. Je le sais, malheureusement. Je le déplore. Enfin, je ne déplore pas qu'ils aident les Israéliens, mais je déplore que malheureusement, ça peut être une perspective. La deuxième chose, c'est que si, d'aventure, Trump est élu, c'est là où ça peut changer, effectivement, parce qu'en plus, il y aurait de nouvelles élections parlementaires, et il pourrait encore accroître son avantage au Congrès. À ce moment-là, c'est sûr qu'il pourrait se poser des questions. Mais je ne vois pas comment, néanmoins, Trump peut se désintéresser de l'Ukraine. Ça me paraît tout à fait... Malgré ce qu'il dit. Irréaliste, complètement irréaliste, parce que ce serait donner... D'une certaine façon, la Russie, c'est la Chine, et la Russie, c'est le camp du mal. La Russie, c'est tous ceux qui veulent justement la mort des États-Unis. Et je ne crois pas que Trump, puisse être face à eux de façon tout à fait désarmée, et en prenant ça, comme il l'a fait lors de son premier mandat, si tant est qu'il en ait un deuxième, qu'il l'a fait en disant « moi je vous règle ça en 24 heures ». C'est impossible. Il avait la solution toute faite. Oui, mais le problème, c'est que Zelensky et son équipe ont été tellement loin et on peut les comprendre, et on comprend les Ukrainiens, ont été tellement loin dans ce qu'ils ont promis aux Ukrainiens. On ne lâchera rien jusqu'au dernier centimètre du territoire, jusqu'à la reprise de la Crimée. Or, l'Ukraine en est loin, on va en parler, mais pour l'instant, sur le front, ça ne bouge plus. Ça bouge plus d'un iota. Donc, à un moment donné, plus la guerre dure, plus les perspectives qu'a donné Zelensky à son peuple paraissent éloignées des décideurs. Et moi, je me demande si à un moment donné, ils vont pas progressivement faire un virage sur l'aile en disant à Zelensky, tu ne peux plus répéter sans arrêt qu'on reprendra tout, y compris la Crimée. D'ailleurs, on entend moins ça. On entend moins ça. Je peux vous répondre vraiment, parce que déjà, dans la société ukrainienne, qui est tout à fait démocratique, il y a le débat complètement ouvert, il n'y a absolument aucune censure sur n'importe quelle expression d'opinion. C'est même pas le président Zelensky qui le dit, c'est le peuple qui exige. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui unit complètement les Ukrainiens, c'est la récupération de tous les territoires, dans les frontières de 1991. Après, à l'intérieur, il y a les débats comment, par qui et quand, mais tout le monde est sûr qu'on ne lâchera rien. Et vous êtes trop pessimiste sur les histoires militaires. Vous ne connaissez peut-être pas les détails, que peut-être notre colonel nous les présentera un peu plus. Je rajouterai un peu. 2 ans qu'on est en plateau. Vous savez, quand vous préparez le borscht, c'est la fameuse soupe ukrainienne qui fait partie du patrimoine de l'humanité aussi, il faut le savoir. Donc quand vous le préparer, ça prend trop de temps, ça prend 3, 4, 5 heures. Mais quand quelqu'un arrive, par exemple, à la 2e heure, il va dire, mais c'est n'importe quoi ce plat. On va lui dire, calme-toi, laisse-nous finir notre plat, on va rajouter tous les ingrédients, on va tout mettre ensemble, et à la fin, il y a une merveille qui apparaisse. Donc, laissons le temps à cette armée ukrainienne courageuse, exceptionnellement courageuse, elle avance sans les avions, il ne faut pas oublier. C'est unique dans le monde, on n'a même pas d'avion et on avance. On va y revenir.